Moi, je me souviens de ces traversées, mais c'est un peu flou parce que j'étais petite quand même. On était partis de Marseille. Ma grand-mère nous avait accompagnés et elle pleurait sur le quai. On traversait la Méditerranée, on passait par le canal de Suez. C'était en fait un long voyage avec des escales. La première escale, je me demande si c'était pas en Égypte. Je pense que c'est là que j'ai vu les premiers chameaux sur un marché. À la sortie du canal de Suez, il y avait l'escale à Djibouti. Tout à fait comme un vieux film, c'est comme quelque chose dont je me demande si ça existait ou pas existait, si c'est un rêve ou pas un rêve. Après, on s'arrêtait à Mombasa, au Kenya. Peut-être qu'il y avait aussi une escale à Dar es Salaam en Tanzanie. On remontait à bord à chaque fois, forcément. Et puis, on finissait par arriver en rade de Diego. Et là, la lumière unique. Et les parfums et les odeurs. On ne pouvait pas se tromper, on était à Madagascar. Sur la route qui descend vers Manakar, avant Iroundre. On est chez moi, on arrive de plus en plus vers chez moi. Ça sent chez moi. Et je dis que c'est chez moi parce que c'est là que je suis née, que mes parents sont arrivés en 1947. Et jusqu'à l'âge de 21 ans, je suis restée à Satrama, qui est un petit village au milieu des caféiers, au milieu de cette végétation-là. Et je pense que c'est le plus beau village du monde. Satrama, le plus beau village du monde, quelque part en brousse, au sud-est de Madagascar. Pendant près de 20 ans, Marie-Laure n'y était plus revenue. Depuis quelques années, parce qu'elle ne peut plus vivre sans, elle fait le voyage chaque année avec Jacques, son mari. Et bien sûr, au village, tous sont là pour les accueillir. Seul, hélas, manque à l'appel Libou, le deuxième papa de Marie-Laure, celui qui l'avait élevée, elle et ses frères et sœurs. Ça va bien ? Et voilà ma maison. Mais je pensais pas que Libou était malade aussi. C'est Libou, Mawana. C'est tellement bizarre de voir quand même la maison. Moi, je suis venu ici, je devais avoir 17 ans, la première fois. Je suis descendu de Fianark par le train jusqu'à Sassinach, c'est à une vingtaine de kilomètres. Et de Sassinach jusqu'ici, c'est Colo, le frère de Marie-Laure, qui avait 17 ans aussi, ou 16 ans, qui avait conduit la Land Rover. Moi, j'étais épaté, parce qu'on était en brousse, on pouvait un peu pas tout se permettre, mais disons... au moins ce genre de fantaisie. Donc si tu veux, c'est un mélange pour moi parce que c'était à la fois en brousse alors qu'on vivait à Tana, on était en ville. De Zio, j'étais amoureux. Donc c'était ouais, c'est vrai, c'était des bons moments qu'on passait ensemble ici, quoi. C'est plein
plein de souvenirs. Moi, je me revois tout jeune, on faisait les zouaves autour de cette maison, donc chaque fois c'est très, très, très émouvant quoi, que les choses puissent rester comme ça en l'état. Et puis on a un peu le sentiment quand même que ces gens sont un peu abandonnés. Alors pour eux, qu'on vienne, ça leur fait plaisir, quoi. Nous aussi, surtout nous. Bon, alors attends. Et vous avez des couvertures? Des couvertures? Non. Non. Couverture, non. Et l'huile? L'huile, ça y est, c'est moins cher. Donc, attends, on a le sel, le sucre, le savon, les bougies, les allumettes, l'huile. Ben ici, on est en train d'acheter des produits de première nécessité pour le village de Marie-Laure. Chaque année, quand on vient, on essaie, c'est un peu une goutte d'eau dans la mer, mais on essaie d'amener à chaque famille du savon, de l'huile, des allumettes, des bougies. Et puis, comme on ne fait pas une trop mauvaise affaire, là, on va aussi commander 2 zébus pour qu'ils puissent un peu faire la fête. Ils ne mangent pas souvent de la viande et ça leur permettra de faire une petite fête au village. Merci, madame. À 12 km de Satrama, à 1 heure de piste, le village d'Ampassimandjev. On y trouve le seul hôpital de la région, un hôpital et un médecin pour des centaines de malades. Marie-Laure et Jacques y vont voir Libou. Le vieil homme est très faible et alité depuis une quinzaine de jours. Et ça va mieux là, Libou? Ça va un peu mieux? Marie-Laure est une Zanatane. En malgache, ces mots signifient « enfant de la terre ». Elle est une fille du pays, française mais née à Satrama, sous la colonisation. Petit doudou, Libou. Peut-être la prochaine fois. Comme elle, ils sont des dizaines qui ont quitté leur terre natale il y a 30 ou 40 ans pour retrouver leur pays d'origine, la France. Certains sont aigris, d'autres n'ont aucun ressentiment, seulement de beaux souvenirs. C'est l'histoire d'un exil, des racines que l'on perd, d'un bonheur que l'on ne retrouve jamais. Cette histoire n'est pas la mienne. Lors de mes précédents voyages à Madagascar, j'avais seulement croisé quelques-uns de ces anciens colons, ces blancs qu'ici on appelle Vasa et Zanatan parce qu'ils sont nés dans l'île. Un jour, j'ai donc décidé de partir à leur recherche, de refaire ce voyage, de sillonner les routes de la grande île, de remonter les pistes du temps sur les traces de ces Zanatan. À la pointe nord de l'île, la baie de Diego Suarez, la 2e plus grande baie du monde. Un navire français franchit la passe, c'est le ravitailleur La Marne, arrivant tout droit de la péninsule arabique. Le petit remorqueur de la marine malgache vient à sa rencontre, le pilote monte à bord, la routine, pour des retrouvailles toujours émouvantes. Nous sommes contents lorsqu'un navire français vient à Diego. Nos 2 pays sont restés amis depuis toujours et nos 2 marines ont toujours collaboré. Ce bateau est basé à La Réunion, ce n'est pas loin, et de temps en temps, il vient ici pour nous entraîner et nous aider. La Marne vient à Diego pour une escale de 5 jours, une aubaine pour les 180 membres d'équipage. Cette escale est dite de courtoisie et les marins français vont s'y reposer. À la base navale, les marins malgaches ont sorti leur tenue d'apparat, guêtres et gants blancs. Rien ne les y oblige, mais ils tiennent à rendre les honneurs à l'amirauté française.
La marine malgache, c'est aujourd'hui une centaine de marins, dont une trentaine d'officiers, quelques remorqueurs et vedettes garde-côtes sur des quais bien trop grands. Une marine sans navire ou presque pour cet immense pays et ses 6000 km de côte. Il y avait celui de patrouilleur qui était là à l'époque de la marine française. Et là, c'était parti aussi. À l'époque de la marine française, à l'époque le clairon sonnait juste et les navires se bousculaient presque pour accoster. Diego comptait alors près de 10 000 militaires français, marins et légionnaires. La ville était l'un des joyaux de la France coloniale. Madagascar a acquis l'indépendance en 1960, mais jusqu'en 1975 et l'avènement du régime communiste, Diego Suarez est resté le terrain de jeu de la marine française. Alors, à Diego, ces images sont restées dans les mémoires. Le souvenir y est plus fort qu'ailleurs. La ville a notamment conservé à ses rues leur nom français. Depuis quelques années, elle est en outre jumelée avec le département du Finistère. Malgaches et Français espèrent même un jour restaurer les ruines coloniales qui hantent la cité. Sur la place du même nom, la statue de Joffre, le fondateur de la ville, vient tout juste d'être nettoyée. Il y a deux versions de l'histoire de la France à Madagascar. Celle des manuels scolaires s'écrit avec un grand H. Elle raconte la présence française, l'indépendance, la décolonisation ratée et le départ des grands colons. Et puis, il y a l'histoire des gens, de ces petits colons venus de la métropole ou de la Réunion pour tenter l'aventure dans la grande île malgache. Presque tous sont arrivés ici les mains vides, presque tous sont morts ici ou ont fini par repartir. Mais surprise, certains sont encore là. La France, en effet, n'a pas laissé ici que des souvenirs et des casernes en ruine. Elle y a égaré aussi quelques-uns de ses enfants. C'est à gauche, au PK12, nous dit-on, à mi-chemin entre Diego et Joffreville. C'est là qu'elle habite. Elle, c'est Denise Barré. Tous en ville la connaissent, une forte femme et une forte tête. Maintenant, tout est malgachisé, c'est tout à fait normal puisque depuis l'indépendance. Mais moi, je ne vois pas de différence entre le temps où il y avait les Français et actuellement. Pour moi, c'est toujours pareil. Je ne me sens pas dépaysée du tout, moi. Moi, je suis chez moi ici. Il faudra les mettre à part, partager le parc et mettre les mères et les petits qui viennent de naître. Hein. Pourquoi ils vont... Oh, ils sont tous partis. Ah non, bois. Ni bois qu'on a bon, ben allez, amène-les. Tour à tour infirmière, cultivatrice, chauffeur de bus, monitrice d'auto-école, Denise a bourlingué dans tout le pays. À la mort de ses parents et malgré le départ des Français, elle est revenue pour s'occuper seule de la propriété familiale. Ça veut dire respecter la propreté. Les fruits qui sont sur la propriété, a été planté par mes parents. Ça a été planté par la main de quelqu'un. Donc, ce n'est pas timaniriage, ça veut dire que ça ne pousse pas tout seul. Donc, vous allez respecter la propreté et dans les bois qui sont là, les fruits qui sont là, vous les mangez, mais vous demandez d'abord au propriétaire. Mais vous ne vous en servez pas, vous ne vous servez pas sans l'autorisation du propriétaire. Voilà ce que ça veut dire. Tandem, attention. Attention à quoi? Ben, attention, parce que si on vous prend
vous risquez de payer cher. Attention à Denise. Oui, attention à Denise, tiens. C'est moi le propriétaire, alors faites gaffe. On avait d'abord dans le temps des arbres fruitiers, mais actuellement il n'y en a plus, étant donné que nous avons eu un gros... le cyclone Kamish en 84, qui est passé là. L'œil du cyclone est passé dans ce passage-là. Il a tout arraché, il y avait des cocotiers, il y avait pas mal d'arbres qui étaient plantés, les manguiers et tout ça, tout est parti. J'étais dégoûtée, je voulais partir. Et puis, quelques temps après, je me suis remise au travail. Je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Je ne sais pas ce que c'est qu'un banc d'école. Et ensuite, j'ai appris, j'ai voulu apprendre, j'ai pris des livres, j'ai pris des... Je sais que mon père et ma mère, je ne mangeais pas si je n'avais pas su ma table de multiplication. Et ensuite, on me faisait faire des additions, on me faisait faire des multiplications, des soustractions, etc. et des dictées. Voilà comment que j'ai appris à l'école. Mais je ne suis jamais allée à l'école. Jamais. Et il a fallu que je mène ma vie seule. Tout d'abord gênée par la caméra, Denise finit par m'inviter dans la maison familiale, une drôle de baraque construite par son père dans les années 20. Natif de La Réunion, M. Barré était un tout petit colon, un créole venu tenter l'aventure dans la grande île malgache. Dans son antre, Denise n'est pas tout à fait seule. Pauline est sa cuisinière, sa bonne, mais surtout son amie. Vous voulez savoir comment est Denise? Elle crie souvent, vous savez, mais en fait, elle est très généreuse. Je l'aime beaucoup. Lorsque je suis malade, elle s'occupe très bien de moi. Et lorsque j'ai des problèmes, elle est toujours là pour m'aider. Voilà, c'est tout. Ça, c'est lorsque nous étions dans le sud, on expédiait les bovidés sur le bateau. Et ici, c'est l'embarquement des bœufs. On les accrochait par les épaules et puis on les faisait monter, on les embarquait là-dedans, dans la cave du bateau. Au départ des Français, on a eu quand même une cassure parce qu'il nous manquait beaucoup de choses. En ville, ça a été un très grand drame parce que beaucoup de femmes étaient avec des marins, des légionnaires. Et quand ils sont partis, ça a été la catastrophe pour elles. Elles étaient, comment dirais-je, catastrophées. La moitié des femmes se sont fichues à la mer. Pour ces marins, écoutez, elles étaient amoureuses de ces gars. Elles avaient tout en abondance. Elles avaient tout pour rien, quoi. Leur vie était tout à fait différente. C'était folklorique dans le temps, quand il y avait la marine. Mais depuis leur départ, c'est fini. La France nous a oubliés. Déjà, je vais dire une chose, du temps de la colonisation qu'on peut dire, il y avait deux sortes de français. Il y avait le français et le foncé. Donc le français, c'était la haute société et le foncé, c'est la basse classe. Parce que les créoles et les français, des Français de France, dans un bal ou dans une réunion, on voyait bien la séparation des deux clans. On n'était pas admis dans cette société. On n'a même pas su reconnaître les choses que mon père a rendues à la France. Hein, blessé de guerre en 14-18, il a fait les Dardanelles. Et puis moi, sa fille, la France va faire quelque chose pour moi, je ne pense pas aujourd'hui. J'ai 70 ans. Mon pays, c'est Madagascar. Félix,
Quand la chaleur est trop forte, Denise monte parfois sur les toits prendre l'air. De sa vigie, elle peut, dit-elle, surveiller ses bêtes et ses employés. Elle peut aussi apercevoir la mer. Là-bas, dans la baie, elle a son cousin Maurice. Et si Denise est une terrienne, lui est un véritable marin. Olivier Maurice dit Fanfan, un personnage connu de tous à Diego, français de sang, malgache de cœur. Mademoiselle Brem, ça va? Y'a pas le mal de mer? Lui, je le connaissais déjà, je l'avais déjà filmé. Moi j'étais marin, mais je l'ai eu. Il y a 5 ans, lorsque j'avais tourné ces images, Fanfan m'avait emmené dans la baie. Il m'avait alors régalé de ses histoires et de ses chansons. J'ai passé toute ma vie à pêcher dans cette baie. J'y suis né. Mon père aussi y est né. Alors ça remonte assez loin, je pense. À partir de janvier, on a le vent qui vient de l'ouest. Alors c'est calme partout. Alors là, on peut sortir en dehors. Et là, on fait beaucoup de poissons. Mais en période de mousson, on est obligé de faire des passagers. La navette, quoi. Alors on les amène par bateau. Et on gagne notre vie comme ça. Après 2 heures de balade, Fanfan m'avait emmené chez lui, un drôle d'endroit caché au bord de l'eau. Le coin à Maurice, c'est un petit paradis, un îlot de verdure appelé la Dordogne. On y trouve les seuls cocotiers de Diego, à 2 pas du centre, mais si loin de la ville. Oh, qu'elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris. Faut la voir, elle est plus belle que Venise. Il mire son front dans les eaux. Il est gueulard comme le maître, le chien, il est gueulard comme le maître. En cuisine, Madame Olivier. Au menu du jour, un plat malgache, le roumazav, avec un rougail de tomates et beaucoup de piment. Pour Maurice. Merci à cette sel. Ben, là, on est à la Dordogne. À la Dordogne, pourquoi? Parce que c'était le nom d'un bateau qui a coulé en 1912. Alors, il s'appelait la Dordogne et puis le village a pris ce nom. Alors donc, au temps de mon père, cette maison n'était pas en dur comme ça. Elle était faite avec des tôles de bidon. Mais alors, très vétuste. Ah, hein, oui. C'était fait avec des morceaux de bois, des morceaux de tôle et tout ça. Ben, on a vécu quand même, là. Non, pas de télévision, pas de voiture, pas de machine à laver, pas de chauffe-eau, il n'y a rien. Le chauffe-eau, je rouspète un peu parce que quand c'est la saison froide, ici, il y a du vent. Et moi qui étais malade, alors il faut que je chauffe l'eau pour aller me laver, ça m'embête, ça m'énerve. Allez, laver 72, 73, hein, quand mon père, il est mort en 77. Je pense finir ma vie ici. J'ai demandé à la nationalité malgache, puisque ça fait déjà 3 générations qu'on habite. Je crois qu'on a droit à cette nationalité malgache que je réclame depuis 3 ans et demi, qu'on ne m'a pas donné encore. Pour mourir malgache, parce que j'aime bien cet endroit où je suis né, où mon père y est né, y a grandi, je suis attaché fortement. Comme les racines de mes cocotiers, là, vous voyez, je suis très, très attaché à cet endroit. La dit mon femme elle est vilain, la passion jolie moi la rodée, son coup de ciseau l'américain, taille mon paletot que l'officier. La dit mon femme elle est vilain, la passion jolie moi la rodée, son coup de ciseau l'américain, taille mon paletot que l'officier. Il y a 5 ans, avant de me quitter, Fanfan m'avait demandé de revenir le voir un jour. Promesse que je tiendrai. Entre-temps, il me fallait revoir ce pays, m'enfoncer dans les forêts de l'Est, visiter ses plus petits villages et prendre au sud des routes aujourd'hui abandonnées. L'histoire des Anatan est enfouie sous les marques du temps,
Le vent, la pluie et les hommes en effacent chaque jour un peu plus les traces. Les premiers Français qui croisèrent dans ces eaux étaient corsaires ou pirates. Mais la France n'occupa en fait la Grande Île qu'en 1895. Pour coloniser Madagascar, on fit notamment appel aux volontaires de l'île de la Réunion. Le pays était immense et riche, les Malgaches étaient réputés dociles et travailleurs. Fin du rêve colonial le 26 juin 60. L'île acquiert l'indépendance. À Madagascar, le temps béni des colonies n'aura duré que 65 ans. Depuis l'indépendance, la plupart des grandes familles ont quitté l'île, mais d'autres sont restées, ne sachant où aller ou ne pouvant même pas se payer le voyage vers la France. Des quais de Diego à la rade de Tuléar, d'un port à l'autre, je gagne le Grand Sud. Seul débouché vers l'extérieur à 2 jours de mer de l'Afrique du Sud, Tuléar est le grand port de la région. Du temps des Français, 200 à 300 colons vivaient ici. Aujourd'hui, seule une poignée d'entre eux sont encore là. À l'écart de la ville, cachée par les dunes, une ancienne case coloniale aujourd'hui en ruine. C'est la maison des sœurs Flotte, Irène et Alberte. 2 sœurs célibataires, 2 vieilles filles âgées de 78 et 80 ans. Ça, c'est mon père. Voilà mon père. Ici, mon père avec un petit chien. Mon père plus jeune, moi bébé, voyez-vous, à 10 mois peut-être, 8 mois. Mon frère Robert qui est décédé, Raymond qui est décédé, Bert qui est décédé. Marthe qui est à l'Armor Baden. Moi, Armand, bébé et Irène. Originaire de Bordeaux, Albert Flotte, le père, s'était installé à Madagascar en 1917, après un court séjour à Cuba. Petit colon sans fortune, il s'installa comme commerçant à Tuléar. Hélas, la ville ne connut pas le développement espéré, et les affaires d'Albert ne furent jamais très florissantes. Pour élever ses 8 enfants, l'homme dut travailler dur. Dans les années 50, la famille possédait tout de même une belle propriété, et même une voiture. Une période heureuse qui ne pouvait durer. La concurrence des grandes sociétés de négoce eut raison des affaires familiales. Pour Albert, pourtant, il n'était pas question de partir. Mon père est mort en 73, ma mère est morte en 56. Alors j'ai été un peu obligée de m'occuper de toute la propriété. Là, mes frères travaillaient, alors c'était moi qui étais responsable de la propriété. Il y avait une dizaine de métayers quand même. Et après, bon, le rouage, on est là, on hésite. J'avais pas de métier, c'est ça. Alors, vous savez, quand on n'a pas de métier, partir comme ça. J'aurais été toujours vendeuse. Je travaillais ou sur la propriété, ou alors mon père avait un dépôt de médicaments. Je vendais les médicaments avec ma sœur d'ailleurs. Alors le dépôt de médicaments a fermé du fait qu'il est la venue d'un pharmacien diplômé. Mon père a transformé ça en magasin de détail, divers articles, chapeaux, vaisselle, enfin bref, de la laine, tiens, je vendais beaucoup de laine.
Il y en a qui s'amusaient, ça c'est sûr. Et des colons, il y avait des petits bals dans les hôtels, il y avait un club house. Justement, il y a des photos, là j'ai des photos de bal, là, justement des photos. On allait au cinéma impérial. Là. Maintenant c'est fini tout ça, c'est transformé. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Oh, maintenant, ménage, cuisine. Dans les années 60, 2 autres sœurs avaient quitté le pays pour ne jamais y revenir. 30 ans s'écouleront avant qu'Irène et Alberte ne les revoient. Sur la pellicule restent les derniers moments d'insouciance d'une famille réunie. Dans ces années-là, tous les samedis, frères et sœurs allaient à la plage. Et vous aimiez ça? Eh bien moi, comme ça, de temps en temps, parce que quand il y avait ambiance, j'étais contente, mais des fois je m'ennuyais un petit peu. Je voulais surtout voir jouer au tennis. Ça me plaisait d'assister au match de tennis, parce qu'il y avait un tennis tout à côté. C'est moi. Ah là là. Là c'est Léa. Donc, ça, elle est coupée, c'était la photo avec mon frère, mon petit chien. Voyons. Là, c'était plutôt un bled dans l'époque, vous savez. Il y avait des fonctionnaires, des colons, des médecins, enfin, tout ce qui était en fonction à Culéar. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'aurait donné envie de fonder une famille, de vivre. Vraiment pas. Alors c'est peut-être parce que manque de, comment dirais-je, de choix. Mais après, non, je ne m'en plains pas. Je me trouve très bien comme je suis. J'ai pas de regrets. Et vous, Irène? Moi, je n'ai jamais été réfractaire au mariage, mais voilà, je sais pas, j'ai vu bien des petits... comme ça, mais je sais pas, c'est jamais venu jusqu'à moi. Bon, des personnes qui m'ont soufflé des messages, mais je sais pas, ils sont jamais venus jusqu'à moi, alors je sais pas. Je suis restée comme ça. Ma première visite en France, c'était l'année dernière. On a été à la Morbaden, Vannes. Enfin, Vannes, la Morbaden. Donc c'était votre premier voyage? Premier voyage en avion. Je ne sais pas comment mon père a pu quitter un pays comme ça pour venir ici. Mais vraiment, c'est magnifique comme pays. Vous savez, je suis dégoûtée. Je suis là, surtout depuis que j'ai vu la France, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venue? Pourquoi je suis restée ici? J'aurais dû partir, c'est vrai. Je ne sais pas comment ça va se terminer, tout ça. Départ vers le nord. D'autres Anatanes, me dit-on, sont encore installés tout au long de la route qui conduit vers la capitale, Tananarive, à 900 km. Cette route, les colons l'ont baptisée National 7 et le nom est resté. Et c'est tout près de là, en pleine brousse, que je rencontre Roger Berny.
c'est le père et le fils qui sont là, qui travaillent pour moi. Ce sont des carriers, ils taillent le granit. Et aujourd'hui, c'est le jour où on forge tous les outils, parce que le granit est très dur et les outils ne résistent pas longtemps. Tout ça, c'est de la récupération. Très souvent, ce sont des barres de torsion de R16. Paraît-il que la barre de torsion R16 est meilleure que la barre de torsion 4L. Moi, j'en sais rien. Eux disent ça. Donc, on récupère les barres de torsion R16 et on forge les outils, on fait des burins, on fait des points et tout pour pouvoir tailler la pierre avec ça. Quand on construit en brique à Madagascar, ce n'est pas écologique parce que pour cuire la brique, il faut détruire les forêts. Donc, d'abord, la brique, j'aime bien, mais je préfère la pierre de taille comme en Bretagne. Ma mère étant bretonne, il y a un sentiment pour le granit. Fils d'une Bretonne et d'un Parisien, Roger est né dans le Grand Sud malgache en 1929. Mauvais élève à l'école, attiré par la vie en brousse, il sera éleveur de zébus, chauffeur de camions, mécano, avant de se retirer à Ranouir, sur les terres de la tribu des Bars. Ses parents avaient monté ici un hôtel-restaurant dans les années 40, et Roger vint tout naturellement prendre la relève à la mort de son père. L'hôtel Berny est la meilleure adresse de la ville. Spécialité de la maison, le canard aux olives, le civet de lièvre et les rhums concoctés par Roger. Ben, quand on est broussard, il faut vraiment savoir tout faire, sinon on n'est pas broussard. On ne reste pas broussard longtemps. Amener quelqu'un de la ville dans une forêt ici, il va mourir de faim, mourir de soif. Alors que nous, on va dans une forêt, on sait qu'il y a des chouches, qu'il y a des patates avec les lianes qu'on reconnaît. On va manger, on va boire. Avec le chouche, c'est de l'eau. Et ça, il faut être de la forêt, de l'intérieur et non pas de la ville. C'est un peu le rat des villes et le rat des champs. Mes parents sont arrivés à Tamatave en fin 1923-1924, en plein cyclone. Mon père, il avait acheté une voiture et il avait amené à Fort-Dauphin. Mais comme il n'y avait pas de route, la route s'arrêtait, je crois, à Ancaramène, à un grand pont, là. Puis après, il n'y avait plus de route. Alors la voiture c'était des voitures à magnéto en ce temps-là. Dès que c'est mouillé, c'est fini. Donc, elle ne marchait plus. Et ils l'ont remorquée jusqu'à Fort-Dauphin, ils ont mis 2 mois. Et c'était toute une épopée, parce que ma mère était arrivée ici avec des brosses à meubles, de l'encaustique, des renards et tout. Elle s'est retrouvée à faire de la cuisine avec de la paille, des bouts de bois, sans maison, sans rien. Mais ils sont quand même adaptés. Roger a récemment entrepris l'agrandissement de son hôtel. À 75 ans, il a des projets et donne encore le coup de main à ses employés. À chaque fois, c'est 5 litres. Oui. OK. Essence, hein? Essence. D'accord. Ah bon, allez. C'est 1 litre, OK. Ah. C'est dans la sorte d'artiste de charme, ma frère. 100. 150. 150. Mais au 1000 francs, quoi, la bétière. Mais au Ronzat Malak et au Lurtia, il y a les cornes de zébu et ce totem du sud où je suis né, c'est un peu ma vie déjà. Mais les cornes de zébu, c'est sûr, parce que quand même, quand on a élevé des bœufs pendant... mes parents ont commencé, j'avais 14 ans. J'allais même de Mans à Tiromandide à pied, 800 km, pour vendre nos bœufs. Je suis vraiment un cow-boy. Alors le reste, ça, c'est les enjoliveurs de ma première 403, quand j'ai été en France pour la première fois. J'ai acheté une 403 Peugeot, puis bon, elle a pourri, et il restait 2 enjoliveurs, je les ai pris pour décorer. Je trouve que, en même temps, c'est le souvenir de ma voiture, et puis ça a de la gueule. Le maréchal Gallieni entreprit le premier œuvre de colonisation qui a fait de Madagascar une des plus belles contrées de la France lointaine. En se chargeant des destinées de la grande île, la France ne put que couronner l'œuvre accomplie par ceux de ses enfants. À 200 km plus au nord, c'est la petite bourgade de Youch. La ville ne compte plus aucun Français à Natal. Le dernier est mort en janvier 2004 à 93 ans.
Eugène Michel était un ancien soldat plusieurs fois décoré. Né en Provence, mais considéré comme un enfant de la terre malgache, il avait fait le vœu d'être enterré ici, non pas au cimetière, mais sur l'un de ses terrains, à l'écart de tout. La route s'élève peu à peu. Nous gagnons les hautes terres au centre du pays. À Ambalavao, c'est le coin des vignobles, c'est le coin de Jeannot Verger. Bon, sous les yeux, vous avez de ce côté-ci, c'est ma vigne. J'en ai d'autres de l'autre côté, d'autres un peu plus loin. Enfin, il y a environ, j'ai un peu là-bas sur la gauche. Puis j'ai la vigne de mes concurrents chinois qui sont en face là-bas aussi. C'est à peu près la même superficie. Donc il faut voir que c'est un beau climat, en Ambalavao aussi en plus. On est à 950 mètres. Il y a un hiver, la vigne se repose, à un moment donné, elle perd ses feuilles. Ça va être le moment de la taille bientôt. Aux premières heures de la colonisation, il fallait bien que les prêtres disposent de vin de messe pour l'office. Ce sont donc les jésuites qui ont amené ici la vigne. Par la suite, une dizaine de familles de colons se sont lancées dans l'aventure. La plupart des exploitations sont maintenant passées aux mains des Chinois. Seule reste la famille Verger. Jeannot fait son vin à l'ancienne, aidé par une quarantaine d'ouvriers malgaches. Rien n'est automatisé, cela coûterait trop cher. Depuis quelques années, hélas, les affaires s'effondrent. La crise économique qui touche le pays, mais aussi la concurrence des vins sud-africains, font des misères à la famille Verger. Chaque vin a sa qualité, il y a le gris qui est bien renommé, le Château Verger bien sûr que les gens aiment beaucoup. Puis le blanc qui est bien apprécié par nos missionnaires qui viennent se ravitailler chez moi. C'est ça, j'ai toute cette clientèle du nord au sud qui apprécie. De temps en temps, ils prennent autre chose de mes vins parce qu'ils boivent quand même pas toujours que du blanc de messe. Vous êtes ici chez vous? Vous vous sentez vraiment chez vous? Oui, bien sûr. Oui, je me sens chez moi. Je ne fais pas de différence. Mes employés, là, j'ai des employés qui vont être décorés de la médaille d'argent, de bronze et tout ça, qui ont 25-30 ans de service chez moi. Ils se trouvent bien, donc je ne suis pas un mauvais colon quand même. Je pense. Et ce mot colon, est-ce qu'il vous choque? Non. Colon, il y en a eu dans tous les pays. Je pense toujours que le colon, il profitait trop de la main-d'œuvre qui était là sur place et qui faisait souffrir. Ça, c'est pas vrai. Antsirabe est sans doute la ville la plus française de Madagascar. Cette station thermale très réputée du temps des colons
attire encore quelques curistes et produit une eau gazeuse, appelée tout simplement le Vichy malgache. Symbole de la grande époque de la colonie, Antsirabe accueille encore de nombreux Français, commerçants, coopérants ou retraités. La France y entretient toujours une maison de retraite. Immense bâtisse construite dans les années 30, elle est réservée aux personnes âgées de nationalité française. Ici, vivent ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas su partir. Ça, c'était un beau bus. Ce chute là. Oui, c'est clair. Avant, nous avions une salle de jeu et nous étions nombreux. Alors, on pouvait jouer aux cartes, aux tables, aux petits chevaux et tout. Maintenant, il reste que la télé comme distraction. L'effectif est tombé, nous étions presque 200 ici, et maintenant nous ne sommes que 15. Alors, imaginez que la rentabilité de la maison, c'est plus la même, quoi. D'abord à 2 heures, nous avons l'antenne 2. On regarde 2 heures jusqu'à 3 heures, l'antenne 2. Donc c'est les nouvelles de France, ça. Nouvelles de France. Et c'est important. Nous, les Français, ça c'est important parce qu'on a les nouvelles fraîches. C'est direct, hein. Mais la France, vous connaissez ou la France, vous connaissez? Jamais été. Jamais quitté l'île. J'ai 76 ans, j'ai jamais quitté l'île. Même pas 1 mètre. Donc c'est dans le pays. Avec 30 employés pour 15 pensionnaires, la maison de retraite d'Antsirabe pourrait passer pour un établissement de luxe. La nourriture est bonne, le personnel compétent et agréable. Le consulat de France se plaint toutefois des coûts d'entretien et envisage de la fermer un jour. Certains Français à Nataan ont fait jadis de belles fortunes à Madagascar. On les appelle ici les Vazabés, les Grands Blancs. Madame Murat était de ceux-là. Viens, allez, viens, allons la maison, allons la maison. J'ai grandi au bord de mer, complètement dans un port, puisque c'était Tamatave, et que dans mon enfance, j'ai énormément profité de la mer. Et puis après, ça a été le mariage, et ensuite Tananarive. Alors là, au début, j'ai été malheureuse. La mer me manquait terriblement. Issue de familles nobles ayant fait souche dans l'océan Indien, Madame Murat a dû vendre la plupart de ses affaires. Aujourd'hui, elle ne possède plus qu'1 millier d'hectares et 2 propriétés dans l'île. Fleuron des affaires familiales, la briqueterie d'Ambatoulam. L'usine a été achetée par M. Murat en 1947 et modernisée plusieurs fois. Jadis, elle nourrissait toute la famille. Aujourd'hui, le marché est difficile et 5 des enfants Murat ont dû trouver du travail ailleurs dans l'île. Denis, le petit dernier, est resté pour diriger l'usine. 7 jours sur 7, il est au boulot et tente de faire des miracles. On est resté sur cette terre qui est importante pour nous parce que c'est notre passé, c'est notre revenu et on aimerait bien aussi que ce soit notre tombe. Je crois que ma vie elle est ici, mon cœur il est ici et très certainement que je serai malheureux ailleurs. Tout pourtant n'a pas été facile. En 72, à la mort de son mari, Madame Murat a dû fuir en Bretagne avec ses 6 enfants. 8 ans plus tard, elle est revenue. La France ne lui plaisait guère et cette terre est bien la sienne.
j'avais mes ancêtres qui faisaient partie de la garde du roi. Et puis après, bon, il a été plus ou moins condamné à l'exil et il avait un frère qui s'était retiré à l'île Maurice. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à l'île Maurice en 1800, au début du 19e siècle. Ce serait ça l'origine de ma famille. Et qui serait venu après à Madagascar. Et puis on n'en a plus bougé. Les ancêtres des Murat étaient gouverneurs, grands planteurs de canne ou administrateurs des colonies. Au fil des siècles, quelques-uns seulement sont retournés vivre en métropole. Ironie de l'histoire, Raymond Barre, cousin germain de M. Murat, devint Premier ministre de la France quand ses cousins devenaient des étrangers sur leur terre natale. Ça, c'est un bac où on allait du côté de Mahanour, sur la côte est toujours, où ma sœur était là-bas. Vous voyez, avec la 11 chevaux Citroën. Un sous-lieutenant martiniquais était derrière moi. Le chauffeur, le conducteur, il a pu sortir. Et moi, j'étais bloqué avec la ceinture. À 78 ans, Madame Murat, comme elle dit, tient encore le cap. Son grand plaisir est de réunir le week-end tous ses enfants. À ses petits-fils, elle raconte parfois l'histoire de sa famille, de ces Français qui un jour, il y a bientôt 2 siècles, ont pris la mer et quitté Nantes ou Saint-Malo pour gagner l'île de France, l'île Bourbon et Madagascar. Elle leur raconte aussi ses propres voyages, quand les avions n'existaient pas, quand Madagascar était loin, si loin de la France. Moi, j'aimais bien les voyages par bateau. Mon premier voyage par bateau, c'était en 1947, sur un cargo américain qui prenait quelques passagers. Donc, Diego, on a fait Diego, Majunga. Ensuite, Djibouti, Port Saïd, le Caire. Le Caire, Port Saïd, je ne me rappelle plus, c'est loin. Et puis après, Marseille. Le canal de Suez, phénoménal également. C'était 21 jours, 18 jours de bateau. 18 jours de bateau. Et puis alors, ce truc par bateau, c'est remuant, c'est vivant, ça cause, ça rit. Mon voyage se termine. Il est temps de retourner à Diego Suarez. 5 années sont passées. Comme promis, je retourne à la Dordogne. Je retourne voir Fanfan. C'est la belle saison, le vent d'est a cessé et les pêcheurs peuvent sortir dans la baie. Maurice Olivier est bien là, mais n'a plus pris la mer depuis des mois. Vieux et fatigué, le marin, cette fois, est resté à quai. Je t'admire. Tu as l'amour de ton travail. Et moi, j'ai même plus l'amour de ma pêche, tu vois. J'ai tellement pêché que le bon Dieu ne veut plus de moi. Allez, allons. Surtout à mon âge, 80 ans. Hey, on a 54 ans de mariage, il y en a marre. Capri, c'est fini, on n'y va plus aux îles de... Non, Diego, c'est fini. Maurice, il va mal. De plus en plus mal. Enfin, il essaye de tenir. Mais je demande jusqu'à où. Il tient. Parce qu'il est marin. Tiens l'écoute, tiens la barre. Il tient encore. La gueule plutôt, la gueule. J'ai de la gueule plutôt. Mais en forme, non. Non, quand tu partiras, tu verras, il va gagner une crise de palu, je ne sais pas. Parce que ça vient vite, je me fatigue et puis ça y est. Après 80 ans passés dans l'île, Fanfan n'a toujours pas obtenu la nationalité malgache. Il n'a aujourd'hui qu'une peur, partir en France pour se faire soigner et y rester. Cette terre n'est peut-être finalement pas vraiment la sienne, mais il tient à y mourir. Fin de l'escale pour les marins français. À quelques heures du départ, l'équipage de la Marne rencontre l'équipe de rugby locale sur le vieux stade municipal. À Diego, c'est une coutume et une distraction très appréciée.
Score final 36-12. Les jeunes malgaches ont aujourd'hui écrasé les matelots français. Pour moi aussi, il est temps de partir, de laisser derrière moi Fanfan, Roger, Denise ou les sœurs Flotte. Il est temps de refermer ce livre. La colonisation était un mauvais rêve, beau mais cruel. Dans la Grande Île, elle a peut-être même fait plus de victimes que de coupables, dans les deux camps. Madagascar est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais les enfants de ce pays, français ou malgaches, continuent de rêver. Ensemble, ils veulent croire que son avenir sera aussi beau que son passé.